euh, en Europe et en Afrique. C'est dans ce contexte que nous allons vous présenter le Kizantenga syndrome. En fait, c'est un travail qu'on a eu à publier dans cette revue, dans International Journal of Radiology and Radiation Therapy. Donc, vous pouvez le lire intégralement, n'est-ce pas, en ligne. Sur le plan contextuel, le Kizantenga syndrome, c'est une encéphalopathie épileptogène qui est d'origine embryonnaire. Alors, les premières manifestations précoces, c'est cet enfant qui est doublement coloré, donc il a deux couleurs quand il vient de naître, avec une proéminence de l'hémiphase. Ça, ce sont des manifestations dès lors que l'enfant est né. Et donc, le diagnostic, il est clinique et paraclinique. Il faut faire une imagerie cérébrale. Et que il faut faire, dès lors que vous avez posé le diagnostic, une bithérapie est indiquée, n'est-ce pas, en première intention. Kiza, c'est le patient qui en a souffert pour la première fois. Ntenga, donc, représente l'auteur qui l'a décrit. Donc, ce sont ces enfants-là, des fois, qui sont apportés tardivement parce que les choses ne se passent pas de la même façon. Alors, ils sont nés à terme avec un bon poids et une grossesse qui a très bien évolué. Sur le plan clinique, on vous amène d'habitude un enfant qui fait des crises convulsives qui sont partielles et secondairement généralisées. Déjà à 1 an, c'est un enfant qui a un retard des fonctions supérieures, notamment le langage, un retard dans le langage, un retard, n'est-ce pas, dans la marche, avec cette érythrodermie, donc une coloration unilatérale avec une proéminence de l'hémiphase. Donc, vous voyez là, cet enfant qui a cette proéminence de l'hémiphase. Alors, cette proéminence, et du coup, vous avez une coloration qui est unilatérale, qui prend tout un côté. Ce qui est très typique aussi, c'est que cette hémicoloration prend même la plante, la moitié de la plante du pied. Ça, ce sont des signes annonciateurs. Dès lors que vous les avez, il faut déjà penser, n'est-ce pas, à ce syndrome. Alors, ça, c'est du point de vue clinique. Donc, un enfant qui vous est amené dans ce contexte, premiers signes qui sont vus, et puis il peut avoir des crises convulsives avec, n'est-ce pas, un retard d'acquisition de certaines fonctions supérieures. On vous l'amène, il faut faire, n'est-ce pas, une imagerie cérébrale. Comme le montre cette imagerie, cette tomodensitométrie, vous avez ce petit cerveau, cet hémisphère qui est complètement atrophié. Ça, c'est très typique. Donc, vous avez la clinique et la paraclinique, et puis ça vous conduit tout droit, n'est-ce pas, au diagnostic. Ce syndrome est d'origine embryonnaire. Il est d'origine embryonnaire parce que vous avez des manifestations qui sont cutanées et des manifestations qui sont nerveuses parce que les deux, n'est-ce pas, prennent même origine, ils sont d'origine ectodérmique. Et la présence de cet hémisphère qui est atrophié, ça dit tout simplement que la deuxième raison pour dire que cette origine est embryonnaire, c'est que les neurones ont migré, sont arrivés à leur place, mais n'ont pas su se développer. Et ça s'est arrêté là-bas. Sur une autre image de l'IRM que je n'ai pas mise ici, vous avez cet aspect de double cortex. Donc, du coup, ça signifie tout simplement qu'il y a eu un problème au niveau embryonnaire. Ça, vous avez posé le diagnostic. Quand on pose le diagnostic, bien entendu, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, le diagnostic différentiel. Le premier diagnostic différentiel, c'est avec le syndrome de Sturge-Weber. Bien entendu, vous avez cet angiome qui prend, n'est-ce pas, la première branche du trijumeau, mais aussi l'angiome qui prend, n'est-ce pas, l'hémisphère, n'est-ce pas, cortico-pumérien. Ça, c'est le premier diagnostic différentiel, le syndrome de Sturge-Weber. Le deuxième diagnostic différentiel de Kizantenga syndrome, c'est avec le Rasmussen.
Généralement, ce sont ces enfants déjà autour de 6 ans qui vous sont amenés. Dans ce contexte, vous avez aussi, n'est-ce pas, cette atrophie de l'hémisphère. Mais ici, par contre, vous n'avez pas cette hémicoloration, n'est-ce pas, de l'hémicorps. Bien entendu, dans les deux contextes, vous pouvez toujours avoir, n'est-ce pas, des crises qui sont sévères, n'est-ce pas, et des crises qui sont rebelles ou qui sont pharmaco-résistantes. Donc, au total, je ne suis pas très long. Le Kisantenga syndrome, c'est un syndrome qui est d'origine embryonnaire. Il faut avoir la clinique pour poser le diagnostic. Il faut qu'il y ait la clinique, mais aussi la paraclinique. Dès lors que le diagnostic est assis, il faut faire un diagnostic différentiel avec le syndrome de Sturge-Weber et le syndrome de Rasmussen. Diagnostic posé, et donc pensez directement à une bithérapie et ça peut vous aider, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, tant soit peu le nombre de crises chez l'enfant. Et donc, je dis et je vous remercie. Thank you, toi. Pourquoi l'information est sur le droite partie de le cerveau OK. la gauche. OK. Seulement la droite. Yeah. Ici, il ne s'agit pas d'une inflammation. Ici, il s'agit d'un problème de développement embryonnaire. C'est ça qui différencie le Tenga syndrome, le Kisa-Tenga syndrome avec le syndrome de Rasmussen. Rasmussen, c'est inflammatoire, mais Tenga syndrome, c'est d'origine embryonnaire. C'est que les neurones ont migré, mais ne se sont pas développés. C'est pourquoi l'hémisphère est petit. Mais dans le Rasmussen, vous avez une inflammation, n'est-ce pas, et qui réduit la taille, n'est-ce pas, de l'hémisphère. Mais pourquoi c'est à droite, pas à gauche? Là, c'est de l'embryologie. Je ne sais pas dire. Oui. Seulement droite, une case, Can you... seulement, enfant seulement avec ce syndrome. OK. Les enfants qui souffrent, nous avons eu, en premier lieu, nous avons eu un premier cas, mais je n'y avais pas pensé. Parce que pendant ce temps-là, on ne savait pas faire déjà l'imagerie. C'est quand on a eu le deuxième malade, le deuxième patient, finalement, j'étais obligé de décrire et de continuer avec l'imagerie. Et puis voilà, on est tombé sur ça. Alors, comme je le disais, le tout ne se passe pas comme ça en Europe comme en Afrique. On a suivi l'enfant jusqu'à 6-7 mois. Et il y a toujours cette connotation de la culture. On doit comprendre pourquoi l'enfant a une double couleur. Et donc, on doit chercher chez les praticiens, chercher un peu ce qui est surnaturel. Pourquoi l'enfant a une double couleur? Parce que ça inquiète la famille. Et donc, il est perdu de vue. Je pense qu'on va le retrouver. Oui. Pour chercher des causes génétiques dans la famille, et parce que quelque chose de développement est probablement est connecté avec quelques problèmes génétiques. Et une autre question, si c'est possible à chercher la situation prénatale dans une technique radiologique, ultrasound ou quelque chose comme ça, pour chercher l'évolution de CNS, de cerveau. Yeah, OK. Dorénavant, il n'y a pas eu d'antécédent dans cette famille de telles pathologies. Ça, c'est un. Deux, c'est une grossesse qui a évolué normalement à terme. Oui, les consultations prénatales ont été faites correctement.
et que même la maman ne signale aucun effet. Consultation prénatale bien suivie, il n'y a pas eu de médicaments ou une infection qui pouvait facilement nous faire penser à cela. Tout s'était bien passé normalement. Et voilà ce qui a tiqué, n'est-ce pas, notre attention. Et pensez sûrement avec ces arguments que ça doit être d'origine embryonnaire, forcément. Voilà. Merci.